allez vous balader, les quais sont vides, il n'y a plus rien, il y a des mouettes, mais il n'y a plus rien. Eh bien, alors, on a quand même le président Percheron qui sent le danger et qui... les portables sont des machines infernales, il faut leur taper dessus, ou alors on les éteint. Eh bien, vous lisez la presse aujourd'hui, on vous ressort encore l'écran de fumée. On vous dit, prochainement, un bateau, mais quand, comment, pourquoi? Non, non, parce que dans 8 jours, il y a les élections. Et comme on n'a pas grand-chose à vendre, on sort un petit peu du chapeau des promesses de ce genre, qui sont tout de même, je crois, rituelles. Si vous reprenez le cycle des élections, vous les retrouvez à chaque fois. Par les mêmes personnes, où on vous annonce... Alors l'enjeu sur le port, c'est que pour l'instant, on a encore une transformation des produits de la mer avec 4 à 5 000 emplois. Une pêche locale qui se résume aujourd'hui à moins de 35 000 tonnes par an. Moins de 35 000 tonnes par an. Enfin, par rapport à ce qu'on a connu sur le port de Boulogne, et avec, heureusement, un apport de poissons étrangers. Heureusement. Parce que sinon, si on n'avait pas les Hollandais, les Belges qui venaient en débarquer un peu chez nous, parce que la logistique nous sauve encore un peu sur la transformation des produits de la mer, là aussi, ce serait la cata. Donc, des enjeux extrêmement préoccupants et un élu que ça n'intéresse pas, qui lui a une projection sur le port qui est totalement incohérente, notamment avec la situation de l'emploi. Or, pour distribuer des richesses, il faut d'abord les créer. Et qui est-ce qui crée les richesses? C'est les entreprises et c'est les emplois. La formidable paupérisation de la ville de Boulogne en est là aussi un exemple. Promenez-vous dans Boulogne et regardez. Le nombre de commerces disparus, écoutez les commerçants, le chiffre d'affaires des commerçants et leur clientèle, c'est une catastrophe. Le Boulogne s'est vidé de sa substance et a perdu sa force d'attraction, à la fois interne mais aussi extérieure. Et donc là-dessus, là aussi, il ne se passe rien, pas de développement, et puis au contraire, on plonge un petit peu plus. Or vous le savez aussi, quand on coule comme ça, il y a un moment, on ne remonte plus, c'est fini. Et donc c'est par des décisions telles que là, le bulletin de vote de cette élection législative, qu'on peut espérer arriver à un changement. La situation locale est donc très préoccupante, et notre priorité, je l'ai dit, c'est l'emploi. Je pense que là, il y a vraiment... un travail formidable à faire que doit assumer le député, qui doit être le VRP de la circonscription. Même dans une situation de crise, il y a encore des créateurs d'entreprises, il y a encore des investisseurs, mais il faut aller les chercher. Il faut savoir se vendre. Et pour ça, il faut une vraie volonté qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc dans ce contexte-là, effectivement, je pense qu'il est impératif que nous ayons, nous, ce discours et que nous ayons cette volonté de candidature pour obtenir un changement. Alors sur les décisions, je dirais, à caractère un petit peu plus national, on nous annonce un droit de vote aux étrangers. Moi, je n'ai rien contre les étrangers. Au contraire, ils font partie de la communauté française, mais donner le droit de vote aux élections municipales, ce n'est pas une bonne chose. Là, je prends mon étiquette de maire, on vote quand on est citoyen français. Et la citoyenneté française, ça se demande. Et ça s'obtient. Moi, tous les ans, je vais à la sous-préfecture, où il y a une cérémonie de remise de la nationalité française. C'est sympathique, il y a un discours du sous-préfet, on accueille les gens, il y a un rappel de ce que c'est que la citoyenneté, ce que c'est la France, etc. Et c'est une demande volontaire. Et à partir du moment où ils ont leur titre de citoyen, ils participent à toutes les élections. Alors, pourquoi justement dire ils n'ont pas pris cet engagement? On a des étrangers chez nous qui, 20 ou 30 ans après, n'ont toujours pas la nationalité française, ils auraient pu la demander. Il n'y a rien qui s'y oppose. Donc, moi, je pense que, par exemple, sur cette question de débat national, c'est pas compliqué, c'est pas être raciste, c'est pas être, facho, comme on nous caricature souvent, c'est simplement dire, il y a des règles et on les respecte. Cette fameuse règle des droits et des devoirs, que là aussi, les citoyens eux-mêmes doivent respecter. Et ça, c'est un discours aussi important, parce qu'il faut mettre les gens face à leurs responsabilités de citoyens. On a malheureusement aujourd'hui trop de citoyens qui réclament leurs droits, mais qui oublient un petit peu leurs devoirs.
Et ça, c'est une préoccupation qu'il faut savoir rappeler, parce que si nous, les élus, on ne le fait pas, qui va le faire? Aujourd'hui, c'est un travail au quotidien. Alors ça me permet de vous parler des problèmes de sécurité. La sécurité sur la ville-centre, les statistiques sont parlantes. Elles ne sont pas des statistiques de Laurent Feutry, c'est les statistiques de la police. Moi, je les connais bien parce qu'on se positionne toujours, nous, pour regarder ce qui se passe ailleurs. Eh bien, la ville-centre est devenue, sur le plan statistique, une catastrophe également. La violence au quotidien sur la ville de Boulogne, elle est particulièrement sensible. Et là aussi, on a un maire dogmatique. Créer une police municipale, ah non, 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 c'est facho. Mettre de la vidéosurveillance, non, non, c'est facho. Pourtant, je peux vous assurer, parce que nous, on a le débat régulièrement au conseil municipal à Le Portel, avec notre opposition, qui est un peu dans la même trempe, eh bien, le nombre de villes aujourd'hui équipées d'une vidéosurveillance en appoint, c'est un moyen efficace, mais qui l'ont, il y en a autant de gauche que de droite. Il y a des grandes villes, prenez la ville de Lyon, le maire de Lyon, M. Collomb, il est équipé, super équipé en vidéosurveillance. Parce que c'est un pragmatique, il est comme tous les maires, on est confronté au quotidien aux problématiques de sécurité, les gens nous interpellent, il faut apporter des solutions. Faire tout peser sur la police nationale ou la gendarmerie, c'est impossible. Quels que soient les effectifs, ce n'est pas un problème d'effectifs, on peut toujours demander des effectifs, mais quel que soit l'effectif, vous n'obtiendrez pas une surveillance 24 heures sur 24, dans l'ensemble du territoire. Il faut donc utiliser les moyens modernes pour assurer cette sécurité. Et ça existe. Et c'est par ce type de complément. Eh bien, en face, non. On a quelqu'un qui dit « non, 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 moi je suis contre, donc j'en ferai pas ». Et pourtant, la situation se dégrade. Et là aussi, il y a une vraie préoccupation. Moi, on est allé au chemin vert, on a fait du porte-à-porte. On entend les gens exprimer cette problématique qu'on connaît bien, parce que nous, sur ma commune, on y travaille depuis un certain temps, c'est les halls d'entrée. Le rassemblement dans les halls d'entrée, le bruit qui est fait, ou à l'extérieur, la nuit. Bon. Je peux vous garantir que nous, au niveau de nos chiffres, on a encore eu une cellule de veille il y a quelques temps, là, il y a 3 jours. Nos résultats sont toujours en baisse. De cellule de veille en cellule de veille, on fait ça tous les 2 mois. On rencontre l'ensemble des acteurs de la sécurité, en préventif également, parce qu'on nous caricature trop vite en répressif, mais en préventif également, et on obtient cette baisse régulière. Mais il faut s'en donner les moyens. Là-dessus, là aussi, il y a une vraie préoccupation et le rôle d'un député, c'est là aussi d'aller chercher ces moyens et de les apporter pour épauler les maires, parce que c'est une tâche difficile. Le maire, aujourd'hui, il est en première ligne. Lui, il a toujours la petite lampe allumée chez lui et on vient frapper à sa porte pour tous les problèmes. Et les maires ont besoin d'être soutenus, les élus locaux, et je pense que là aussi, le travail du député, c'est d'apporter ces moyens complémentaires pour justement apporter cet esprit de communauté et notamment ces aspects de sécurité. Alors, dans une communication qu'il a faite récemment, il dit oui, j'ai rien fait, parce que finalement, il le reconnaît, il dit j'ai rien fait, mais j'ai résisté. Et il dit pour résister, regardez, j'ai refait du logement au chemin vert. Bon. On y est allé au chemin vert, je peux vous dire, on est rentré dans des cages d'escalier où il y a encore les fils qui pendouillent partout, et où les gens nous disent, vous savez, on en a marre, ça fait 2 ans que ça dure. Donc déjà, il y a eu beaucoup d'argent injecté, mais pas forcément bien utilisé. Le bailleur social au chemin vert, il s'appelle Habitat du Littoral. Le président, il s'appelle Frédéric Culier. Ça, il faut aussi le rappeler aux gens, parce qu'il a tellement de casquettes qu'ils oublient sa responsabilité. Mais là, il faut savoir le rappeler aussi, pour leur dire, attendez, votre patron, là, celui qui vous gère, c'est lui. Et puis, il oublie quand même quelque chose d'important, c'est que ce programme de rénovation urbaine, qui est-ce qui l'a mis en place ? Qui est-ce qui l'a mis en place? C'est un ministre qui s'appelle Jean-Louis Borloo, et qui a, depuis 2 présidences, fait un travail de fond pour trouver l'argent nécessaire à faire ces réalisations. Et moi, je sais ce que c'est, puisque sur Le Portel, on a un programme en rue qu'on a obtenu grâce à une intervention de Jean-Louis Borloo, et aujourd'hui, sur notre commune, c'est 53 millions d'euros pour un programme qui est le quart, voire le 5e du programme du chemin vert. Donc vous voyez l'argent public qui a été injecté, l'argent de l'État, et sur intervention d'un gouvernement qui n'était pas de sa couleur, et aujourd'hui il dit « Ah, moi j'ai résisté, j'ai fait ». Ben non, il a fait avec l'argent qu'on lui a bien voulu lui accorder. À ce conseil portuaire, une des rares nouvelles positives, c'est le pôle de compétitivité Aquimer Nouvelle Vague. Ben, qui est-ce qui l'a fait, ça?
c'est pas lui non plus, hein. C'est le gouvernement en période de crise qui a décidé de focaliser les moyens pour retrouver, grâce à ces pôles de compétitivité, des points forts qui permettront de développer les ressources, à la fois les avancées technologiques dans les domaines qui ont été bien circonscrits, dans ce domaine de pôle de compétitivité. Boulogne en a décroché un sur la transformation des produits de la mer, et, eh bien, là aussi, c'est pas M. Cuvillier qui a été chercher ça. Il se l'attribue. Il se l'attribue, mais c'est pas tombé du ciel parce qu'il avait une baguette magique, c'est bien parce que le gouvernement de l'époque a dit nous sommes en situation de crise et il faut un plan Marshall. Pour ça, il nous faut des entreprises qui créent des emplois. Il faut donc se refocaliser sur ces pôles de compétitivité. Donc ça aussi, dans son discours, on est assez surpris que finalement, le peu de positif, il faut qu'il aille le chercher dans les aides qu'il a reçues d'un gouvernement qui n'était pas de sa couleur. On nous dit aussi, parce que ça c'est la recette classique, hein, on va recruter des fonctionnaires. La fonction publique est une fonction importante, respectée et à respecter. Le service public, c'est quelque chose d'important, et on parlera tout à l'heure de la ruralité. Le service public dans les zones rurales, c'est quelque chose d'essentiel à maintenir et à préserver, mais pour autant, ce n'est pas la baguette magique de dire « allez, j'embauche 60 000 fonctionnaires » qui vont être supportés au niveau de l'économie nationale pendant toute leur carrière. Ce n'est pas simplement le premier mois de paye. Hein. Et quand vous posez la question pour savoir pourquoi, parce que c'est ça la vraie question, c'est pourquoi faire, ben là, on n'a pas les réponses. Hein. Au contraire, on nous dit même que ça ferait presque partie du plan de relance, que ça va donner des salaires qui vont consommer. Et c'est surtout des salaires qui vont plomber inutilement un budget dont on sait déjà, parce que ça, c'est pas la peine d'insister là-dessus, on sait déjà que notre marge de manœuvre au niveau financier, elle est extrêmement réduite. Donc ça aussi, c'est pour moi une solution qui n'en est pas une, et en tout cas qui n'a pas été suffisamment réfléchie. Mais elle entre un peu dans ce que tu disais tout à l'heure, de ces effets d'annonce. Hein, les effets d'annonce pour dire votez pour moi parce que je distribue. Hein, un peu comme l'allocation scolaire qu'on annonce. Vous savez très bien aussi que c'est tellement facile de dire on distribue. Mais est-ce que cette allocation scolaire va finalement bénéficier à la scolarité et au soutien des familles? On peut se poser des questions. Et il faut peut-être réfléchir aux moyens de vérifier cette utilisation et de le donner dans le bon sens, plutôt que de distribuer comme ça en se disant bon, comme ça je me garantis un certain électorat. Donc ça, c'est des choses qui sont choquantes et qui, au bout du compte, vont nous plomber à nouveau au niveau fiscal, parce qu'il va falloir payer. Et donc, qui va payer? Ben, ça va être par le biais des impôts. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est exactement le même débat pour la retraite. La retraite, elle se module sur trois aspects. C'est le montant des pensions pour les retraités, c'est le montant des cotisations pour les actifs, et c'est la durée des cotisations. Tout se tient à travers ces trois éléments. Donc si vous jouez sur l'un ou sur l'autre, ça a forcément un retentissement sur les deux autres. Alors si vous jouez sur la durée, ben, ça veut dire que du coup, vous allez devoir cotiser plus et vos pensions vont diminuer. Alors là aussi, c'est un attrape-nigo. On vous dit la retraite à 60 ans. Hein, je rétablis la retraite à 60 ans. Après, quand vous lisez les lignes, c'est sous réserve d'avoir 41 ans de cotisation. Donc déjà, ça veut dire que pour dire je vais avoir ma retraite à 60 ans, c'est que vous avez commencé à travailler à 19 ans. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Hein. Les jeunes aujourd'hui travaillent de plus en plus tardivement. Donc en fait, même en disant ce discours-là, les jeunes d'aujourd'hui, et certains se sont dit « Oh là, c'est bien, je partirai en retraite à 60 ans ». Ben non, ils partiront en retraite quand ils auront cotisé 41 ans. Et ça aussi, qui va payer? Parce qu'on sait, hein, ça va nous coûter 1 milliard par an de surplus de cotisation. Où est-ce qu'on va aller les chercher? Ben là aussi, la pression fiscale. Donc, ou par l'augmentation des cotisations, ou par une ponction sur ceux qui travaillent pour compenser ces pertes. Et ça aussi, c'est très très préoccupant pour l'avenir. Et je pense que là, un député, il doit aussi demander que ça ne se prenne pas par décret. Il doit y avoir un débat à l'Assemblée nationale, parce que les enjeux sont énormes. Et les conséquences financières cumulées, plus
là, j'ai parlé que de 3 aspects, mais on pourrait passer en revue l'ensemble des dispositions prévues.